Merci, Monsieur le Président. Merci, cher Ali. Bon, écoutez, je suis bien embêtée parce que tout a été dit. Je répète ce que tout le monde a dit. Tout a été dit sur le sujet, sur l'Union européenne et la Palestine. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est vous donner mon expérience. J'ai passé 2 ans au Parlement européen, élu dans un groupe pour lequel je ne reviendrai jamais, qui s'appelle Renew Europe maintenant. Donc inutile de vous dire comme ça a été facile. Et j'étais à la Commission des Affaires étrangères. Donc tout ça, c'était... Alors, la politique européenne au Moyen-Orient de l'Union européenne, elle est restée figée totalement sur la politique atlantiste des Américains et d'Israël. Il y a 20 milliards d'exemples de résolutions au Parlement européen. Et ce bloc central dont je faisais partie, il y avait aucune voix ne pouvait être dissidente. C'est vraiment tout le monde est dans le même sens. Donc ça correspond, c'est le groupe central, c'est-à-dire Renew Europe qui était avant la LDE, une bonne partie du Parti socialiste, je dirais 2/3 du Parti socialiste, et de l'autre côté, du côté des Républicains, 2/3 des Républicains. Dans ces deux blocs-là, il y avait quelques voix discordantes. Mais enfin, c'était la politique Israël. Et c'est tout. La seule chose qui se passait, c'est que dès qu'on parlait d'humanitaire, alors là, tout le monde était d'accord, et il y a eu plein de commissions organisées pour voter des résolutions, pour donner de l'argent pour les Palestiniens, et ça, on en a eu beaucoup. Donc, beaucoup de compassion pour la Palestine, mais ça a été dit plein de fois, la compassion au Parlement européen, enfin, à l'Union européenne, il n'y a rien à redire là-dessus. Pour ce qui est d'agir, c'est un petit peu différent. Et moi, je voulais même vous raconter, quand je suis arrivée là, je travaillais avant dans une ONG qui s'appelait GNRD, Global Network for Rights and Development, et on travaillait pour l'autorité palestinienne, et l'idée, c'était de crédibiliser vraiment l'autorité palestinienne. C'était à l'époque où Mahmoud Abbas était un peu, enfin toujours d'ailleurs, un peu considéré comme corrompus, et ces gens travaillaient pour Barghouti, entre autres, pour essayer de mettre Barghouti ou d'autres, je ne me souviens plus le nom de celui qui était aux Émirats Arabes Unis, Darlan, Mohamed Darlan, voilà, au pouvoir. Et alors quand je suis arrivée au Parlement européen, tout de suite on m'a fait une enquête, et on m'a demandé pourquoi j'avais travaillé à GNRD avec ces gens-là. Enfin c'était épouvantable, parce que l'idée d'Israël à l'époque, c'était bien évidemment, surtout, de ne pas avoir une autorité palestinienne solide. Et c'était d'avoir le Hamas en face d'eux, bien évidemment. Bon, donc je ne vous explique pas la suite, vous la connaissez tous. Voilà, donc, alors, de quoi je peux vous parler? Je rentre d'Irak, donc je suis un petit peu obsédée par l'Irak pour l'instant, et par la Syrie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas eu une impression que l'après Saddam Hussein soit absolument formidable en Irak, enfin, en tout cas du point de vue des femmes et des enfants. Et là-dessus, je vais vous raconter une anecdote, parce que c'est quand même... J'étais à une conférence internationale organisée par des Américains, par la présidence irakienne et par une ONG américaine. Et tout était, d'ailleurs, c'est pour reprendre ce que disait M. Cheminade, tout était sur... C'était une espèce d'oasis qu'ils veulent faire, de programme oasis qu'ils veulent faire pour construire une route qui serait parallèle au canal de Suez et qui traverserait plusieurs pays. Et là-dessus, enfin, je me suis retrouvée complètement dans tout ce que vous avez dit par rapport à ça. Donc ça, c'était tout à fait positif, tout à fait bien. J'espère qu'ils pourront mettre ça à bien. Mais j'ai assisté à 2 jours de conférence et pas un mot sur ce qui se passait au Parlement irakien. J'en ai parlé tout à l'heure au déjeuner. Vous savez, le Parlement irakien, le président irakien est un kurde, le Premier ministre est un chiite, et le président du Parlement est un sunnite. Donc il y a un peu comme au Liban, donc il y a tout le temps des trocs. Et là, il y avait un troc absolument incroyable qui s'est fait entre le gouvernement, entre le groupe chiite et le groupe sunnite. Sécurité contre, alors on dit dans les textes contre sexe, enfin voilà, sécurité contre sexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire, les chiites ont dit, vous nous donnez, aux sunnites, vous nous accordez la sécurité, puisque l'Irak, d'après Daesh, c'était les sunnites, enfin il y a encore des vestiges de Daesh qui sont là, et la contrepartie, c'est que les chiites vont laisser les sunnites faire appliquer la loi, la charia, la pire, c'est-à-dire
Imaginez-vous le mariage des petites filles à 9 ans. Pas obligatoire, mais enfin la possibilité de marier des petites filles à 9 ans. Pour moi, ça s'appelle de la pédophilie, mais c'est tout. C'est-à-dire la reconnaissance officielle de la pédophilie. On n'appelle pas ça autrement. Donc, si vous voulez, je suis sortie horrifiée de là. Et ces deux jours où il y avait plein d'Américaines et d'Américains, il n'y avait pas d'Européens, il y avait un Italien. Mais personne n'a posé cette question. Alors c'était dans les journaux, enfin je veux dire, moi j'ai vu ça dans Le Monde, j'ai vu ça dans Libération, avant de partir là-bas, et moi j'étais obsédée par ça. Et pas un mot là-dessus. Donc j'en ai parlé à une des jeunes filles américaines, très chic, voilà, qui m'a dit, mais enfin, vous vous rendez pas compte, c'est plus compliqué que ça. Enfin vous savez, commencer à se perdre de... Voilà, donc c'est important de le dire parce que c'est une réalité, ça. Hein. Et d'ailleurs, j'ai appris que la loi avait été votée. Je ne pensais pas. Je pensais qu'elle n'avait pas été votée, qu'elle avait juste été proposée, mais qu'elle a été votée. Mais le président kurde, qui est kurde, a dit, écoutez, moi, personnellement, en tant que grand-père, je suis contre. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà pas mal. Bon, voilà, donc ça pour dire que... je ne sais pas si l'Europe s'est félicitée de tout ce qui se passe là-bas, mais... Alors, deuxièmement, la deuxième chose qui me concerne beaucoup, c'est ce qui se passe évidemment en Syrie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, là on en a vaguement parlé, mais en Syrie actuellement, c'est juste ahurissant. On a mis Al-Qaïda à la tête, le front Al-Nusra à la tête du pays, et puis tout le monde trouve ça absolument formidable. On l'a reçu, notre ministre des Affaires étrangères a fait le déplacement... Non, c'est ça, oui, c'est lui. Il a fait le déplacement à Bagdad, Jean-Noël Barrot, voilà, ainsi que la ministre allemande, Madame Baerbock, à qui on a... Qui s'est trompée, elle croyait qu'elle allait à la plage. Oui, c'est ça. Oui, elle était en jean blanc, elle s'est habillée comme si elle allait... et il lui a pas serré la main. Oui, il lui a pas serré la main, enfin bon, voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que j'ai le sentiment que l'Europe, on ferme les yeux sur toutes les exactions qui se passent dans tout ce coin du monde, et il y a une vérité dérangeante, c'est que l'Europe est indirectement appuyé et créer, appuyer, financer Al-Qaïda pour déstabiliser le Moyen-Orient, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie et ailleurs. Donc, il faut savoir que le Conseil européen, à la suite de Bachar el-Assad, s'est exprimé ainsi. Le Conseil européen souligne l'occasion historique de réunifier, l'occasion historique de réunifier et de reconstruire la Syrie, et insiste sur l'importance du processus politique inclusif mené par les Syriens, conformément au principe de l'article 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil souligne la nécessité d'assurer le respect des droits humains, y compris le droit des femmes, une gouvernance non confessionnelle et la protection des minorités religieuses et ethniques, ainsi que la préservation du patrimoine culturel. Et plus loin, elle dit, il invite toutes les parties à préserver l'unité nationale et à assurer la protection de tous les civils, la fourniture des services publics, ainsi que la création des conditions permettant une transition politique inclusive et pacifique et le retour des réfugiés. Mais le Conseil européen souligne également l'importance que revêt la lutte contre le terrorisme, la prévention de la réapparition des groupes terroristes. Tout ça, ça va dans le sens de tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que question de dire les choses et de les nommer, on le fait, mais question de réparer, il ne se passe plus rien. Alors, dans ce contexte, le Conseil européen invite la Commission et la haute représentante, donc Mme von der Leyen, à présenter au Conseil des mesures possibles pour soutenir la Syrie. Alors, comme vous le savez, il y a eu une grande réunion qui a eu lieu à Bruxelles, c'était hier ou avant-hier. Comment ? 4 milliards. Oui, j'y venais. Non, mais je sais bien, vous y venez. Mais plus 1, ça fait 5 au total. Oui. 4 en dons. Oui, 4 dons. Oui, non, mais c'est... Fabuleux. Donc ils ont invité, la commission a invité, non pas, elle avait commencé par inviter M. Joulani, qui maintenant s'appelle El Charré, qui était donc le patron d'Al-Nusra, qui s'est rasé la barbe, enfin qui est devenu tout bien, tout gentil, avec cravate, impeccable, mais quand même, il y a eu tellement de hurlements qu'ils ont fini par, la commission a fini par annuler le déplacement de Menachar. Mais, par contre, elle a organisé une grande réunion pour donner de l'aide aux Syriens, à laquelle elle a invité le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Hassan El-Shibani. Hassan El-Shibani, il a été invité, et c'est lui aussi un terroriste, si je peux dire, enfin, il a été numéro 2 de Al-Nusra.
Et alors, bon, on raconte, il y a plein de vidéos, on voit, c'est pas lui-même qui lapidait les femmes, mais il assistait à la lapidation de femmes à Idlib ou je ne sais où. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, ils sont venus là, et c'est là qu'ils ont décidé de donner 2,5 milliards d'euros à affecter pour le nouveau gouvernement syrien. C'est quand même formidable, hein. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que c'était l'aveu terrible du soutien de l'Europe. Il faut appeler un chat un chat. L'Europe soutient les groupes djihadistes. À un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. Et c'est effrayant. Donc si vous voulez... comment? Depuis le départ. Oui, depuis le départ. Depuis le départ. Mais si vous voulez, mercenaires, vu ça de l'intérieur, enfin, quand vous êtes au Parlement européen, moi j'arrivais toute naïve en me disant on va lutter. Moi à l'époque j'avais travaillé en Afghanistan beaucoup, donc je connaissais les histoires des talibans, des djihadistes. Compagnie, je pensais que c'était... ben non, il ne fallait pas en parler, c'est absolument... et les frères musulmans là-bas ont pignon sur rue. J'étais même horrifiée parce que j'ai même écrit à la Commission européenne à l'époque pour leur demander pourquoi est-ce qu'on finançait une ONG qui était, tout le monde le savait, FEMISO, là, des frères musulmans à hauteur de millions. C'était juste effarant. Voilà, donc je crois que je m'arrêterai là parce que c'est un témoignage.